Le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux, que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit, de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. Fait que, let's go, on commence ça. Let's go, 6h26, on a la petite chandelle, café all good. Yeah, mon eau. Super. Alors, bienvenue au podcast Écologie et Société. Aujourd'hui, je reçois Hugo Moticone. Ça faisait longtemps que je voulais qu'il vienne au balado. Je l'ai rencontré la dernière fois il faisait une représentation il présente des voyages à la Patagonie. Ouais. Fait que son background, c'est vraiment un globe-trotteur. Il a vécu des centaines et des centaines de voyages, je pense. Puis il a écrit plusieurs livres. Il vient nous parler de ça. Fait que ce qui m'intéressait dans le sujet, c'est justement les différentes rencontres de voyages qu'on peut rencontrer. Je pense que dans plusieurs livres qu'il a écrit, il est en contact avec des tribus en Afrique, avec des gens vraiment sur le terrain. Fait que c'est vraiment ça qui m'intéressait. Bienvenue, Hugo. Yeah, merci pour l'invitation. Fait que là, tu reviens d'un voyage de août. J'ai vu toutes tes photos pas en Nouvelle-Zélande, en Suisse, puis en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Merci pour ta patience. Là. Ça faisait une couple de fois que tu m'invitais, mais que j'étais un peu partout à travers le monde. Il n'y a aucun problème. Tu le sais que moi, je suis bien relax avec ça. Mais c'est ça, je suis rendu à un stade dans ma carrière que ça fait plus que 20 ans que je publie des livres, que je fais des conférences, des expos, tout ça. Puis là, c'est rendu que moi, ce que j'aime, c'est voyager. Je veux partager mes voyages. Puis là, je suis rendu que je voyage pour partager mes voyages. Okay, fait que là, je suis allé deux mois en Suisse puis en France. Okay. J'avais présenté mes films de voyage là-bas. Ouais. J'avais fait le tour de la Belgique aussi. Fait que ça me permet vraiment de rencontrer d'autres communautés que j'aurais jamais découvert sinon. Ouais. Fait que c'est cool. Là. Puis ma mère, elle a super adoré la présentation sur la Patagonie. Elle connaissait zéro stuff. Puis j'étais comme, c'est vraiment le fun, les trucs de voyageurs. Ça s'appelle les grands explorateurs. Les grands explorateurs, c'est ça. Puis ouais. ça, c'est vraiment intéressant. Le public cible, il est quand même plus âgé, mais ça fait ouais. voyager puis ça donne envie, du moins. Ouais, c'est le fun. C'est vraiment des réalisateurs un peu à travers le monde, mais surtout québécois ou français en Europe. Francophonie, du moins. Francophonie, ouais. OK. Puis ils partent, c'est pas genre je pars 2 semaines puis j'ai mon iPhone puis je fais des reels, là. C'est vraiment, j'ai une équipe de tournage, je fais de la recherche, je vais faire plusieurs voyages pour aller rencontrer des contacts là-bas, je vais aller sur le sommet de la montagne puis dire ok, le coucher de soleil c'est par là, il faut que je revienne à telle heure puis tu reviens avec ton trépied puis ton drone. Puis... C'est leur équipe de tournage, c'est pas ton équipe de tournage. Ouais, non, c'est ton avec eux. Là. Non. Okay. Eux, c'est juste toi, un distributeur dans le fond. Okay. Fait que c'est toi le réalisateur, tu pars avec ton équipe. Comme moi, par exemple, un de mes derniers films, c'était sur Bali. Mais j'étais allé à Bali 40 jours une première fois, sans rien, pas de caméra, rien. Juste filer la vibe. OK, c'est quoi les places? OK, il faut absolument que je filme cette cérémonie-là. Puis une deuxième fois, je suis retourné vraiment avec un directeur photo, une preneuse de son, un drone. Puis là, on a fait le film. Fait que c'est vraiment des projets de longue haleine. Ouais. Puis c'est ça, je pense que ça se témoigne à l'écran. C'est des beaux films. Le conférencier est sur scène, il la qualité est vraiment complètement différente, je pense. Là. Ouais, c'est ça. C'est des belles shots, là. Puis avec le trépied, c'est un travail. Là, c'est sûr que des fois, là, tu es dans un festival, puis tu es avec ton trépied puis ta caméra, puis tu es là comme « Hey, je veux vivre le festival, mais non, il faut que je le filme. » Fait que, ça va te briser le cœur un peu là, aussi. Là, En même temps, je suis là, fait que je suis quand même heureux d'être là, mais ta job, c'est de pogner les expressions faciales. OK, j'ai besoin d'une shot large. Fait que c'est ça qui roule dans ta tête. Là, t'es moins dans le moment présent. Là. En même temps, tu fais découvrir... Ta mission, c'est de faire découvrir ça à des gens là, qui se disent « Nous, je suis pas là, mais c'est vraiment intéressant. » Puis en même temps, autour de moi, dans la foule, c'est tout du monde sur leur cellulaire qui filme pour leurs 150 ils vivent pas plus le moment eux non plus. C'est ça. Sur leurs écrans tout le temps. Ça, c'est triste. Hein? J'imagine que tu as vu ça pas mal trop souvent dans tes voyages. Là. Ouais, moi, je suis vieux. J'ai 50 ans. Fait que une des affaires les plus grandes transformations que j'ai vues, puis c'est weird là, à dire ça, mais j'ai commencé à voyager avant Internet. Okay. Fait qu'on dirait que c'est quelque chose qui n'existe pas, mais quand tu voyageais avant Internet, là, c'était vraiment une coupure totale. Là. Tu partais, disons, même en Europe, là, tu peux pas avoir de nouvelles de chez vous instantanément. Tu peux pas contacter le monde. Faire un coup de téléphone, c'est 5$ par minute. Fait que c'était vraiment une coupure totale. Puis, tu n'avais pas de TripAdvisor ou whatever pour dire, OK, dans tel village, il y a tel restaurant, tel hôtel. Il fallait vraiment que tu te pointes là. Puis tu découvres les gens. Tu parles aux gens. Poses des questions. C'est où que je peux dormir. C'est où que je peux manger. Fait que, c'était vraiment une autre expérience de voyage pareil. Est-ce que tu aimes plus... Est-ce que ça te manque, cette expérience-là? Ou vraiment les outils...
technologie. Parce que tu peux quand même le faire, là. Tu peux te dire, moi, je n'utilise pas de technologie finalement. Ouais, c'est une drogue, tu sais. C'est sûr que maintenant, tu sais, j'arrive dans un pays, c'est sûr que je vais checker comme un peu les spots TripAdvisor, puis les spots où aller dormir, tu sais. Puis c'est quoi les Instagram, tu sais, je veux dire. C'est tellement difficile de résister à ça que je suis quand même. J'essaie de le faire le moins possible, mais je suis quand même drogué aux technologies. Mais je suis content de l'avoir vécu avant, par exemple. Ouais. Ça, Ouais, quand même. Parce que je suis content d'avoir vécu les deux. Ouais, parce que je trouve que je pense que tu te laisses plus guider parce que la vie t'offre à la place de target vraiment les trucs que tu avais plus envie de faire. Là. Je sais pas c'est quoi le juste milieu entre les deux, là, par parce contre. Que, là, mais... Des fois, justement, tu arrives, tu sais, on parle de l'Ouest canadien ou du Lac-Louise ou whatever. Tu sais, le monde, ils ont leur liste Instagram de photos qui veulent absolument ce shot-là. Puis, tu sais, je comprends la hype, là, tu sais, c'est une super belle photo. Puis tout le monde va dire, oh my god, t'es tellement chanceux d'être là. Sauf que quand tu arrives au spot, il y a comme 20 personnes qui attendent en ligne. Le soleil n'est jamais aussi beau que sur l'autre photo de l'autre. Puis, tu sais, tu vis comme une déception. Tandis que si tu pars sur un nowhere, tu t'attends à rien, ben là, tu rencontres du monde, tu vis des choses. J'ai quasiment l'impression que c'est plus l'intention du voyage qui est complètement différente. Là. J'ai l'impression que toi, tu es vraiment plus là pour découvrir l'humain, découvrir la culture. Il y a des gens qui sont là pour faire des photos Insta, c'est moins intéressant là, comme immersion, du moins. Là. Vraiment, mais j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas l'impression qu'il y a d'autres façons de voyager. Tu sais. Je rencontre souvent des gens qui ils vont aller dans les tout inclus. Tu sais. Puis ils vont dire c'était dommage, il y avait trop de touristes, puis il y avait trop de Québécois. Évidemment que... C'est ça. Mais c'est comme s'ils conçoivent même pas que tu peux sortir de l'hôtel, puis tu peux aller dans un village, puis que même si tu parles pas la langue, les gens vont être super heureux de te voir, puis ils vont partager leur mode de vie. J'ai des amis là, qui, justement, mes amis, là, mais qui écoutent le podcast, mais j'ai eu une discussion de 15 minutes sur leur dire ils sont allés au Machu Picchu, mais il y a d'autres, ils étaient comme, là, c'est vraiment en poche, là, il faut se lever full tôt parce qu'il y a juste un seul convoi qui va là-bas, nanana, puis j'étais comme, ben, t'aurais pu ne pas faire ça, genre, puis comme, t'aurais pu y aller à pied ou, tu sais, genre, trouver d'autres façons de le faire, puis comme, non, il n'y a pas d'autre façon, je suis comme, ben, c'est un pays comme les autres, il y a toujours manière de pas faire exactement comme tout le monde, j'imagine, tu sais. Ben, tu sais, disons, par exemple, pour cet exemple-là, le Machu Picchu, c'est devenu tellement l'attraction touristique de fou que là, effectivement, le gouvernement, il a fallu qu'ils mettent des créneaux horaires puis des réservations puis tout. Sauf que, disons, à 20 km plus loin, t'en as une autre ruine qui est sur une montagne que tu serais tout seul. Mais c'est pas le Machu Picchu, c'est peut-être moins grand. Mais glorifie l'idée mondiale que c'est l'endroit à regarder seulement. Là, Mais je suis quand même content d'être allé. Là. D'ailleurs, ma casquette, c'est le Machu Picchu. OK. Moi, j'essaie quand même... Je trouve ça difficile à pas aller voir les incontournables, mais je me mets un point d'honneur que c'est juste, disons, 10% de mon voyage. Exact. Le reste, je vais aller dans les villages, je vais rencontrer les gens. Puis c'est ça que je me suis rendu compte à travers mes voyages, c'est que moi, ce qui me touche le plus, qui me marque le plus, qui me fait le plus évoluer en voyage, c'est pas les paysages ou les monuments ou les musées, c'est vraiment les gens que je rencontre. Puis souvent, ces rencontres-là, c'est pas dans des moments prévus. Tu sais, comme ça, j'avais prévu aller là, mais finalement, ça marche pas, ou il y a une panne d'autobus, ou... Puis là, je rencontre telle personne que finalement... Si je peux pas aller là, tu me conseilles où, puis c'est là que ça part. Là que la magie du voyage arrive. Ouais. Mais pour vivre cette magie-là, faut que tu aies du temps. Tu sais. C'est sûr que si tu pars une semaine et demie à Bali, que tu as 3 jours... T'es en mode rush, là, T'as payé un guide pendant une semaine, t'as toutes tes activités prévues. S'il y a un imprévu comme un panne d'autobus, c'est juste un « Oh my God, c'est tellement bad! » Tandis que si t'as pas trop prévu puis t'as une panne d'autobus, ben finalement, peut-être ça va te permettre de rencontrer une famille puis d'aller vivre une expérience. C'est de moins planifier, dans le fond, ou de moins se mettre des attentes sur le voyage en rapport? Je pense que moins planifier, ça fait partie de l'affaire, mais faut que tu aies du temps. Dans le fond, le secret, c'est... prévoir minimum 2 semaines. Genre. C'est sûr que si on peut partir plus longtemps, là, tu as moins besoin de planifier, tu as plus de place pour le hasard, pour les rencontres, pour les imprévus. Hey, ce spot-là, il est tellement hot que je reste 3 jours de plus. Puis c'est sûr que ça fait... Moi, c'est ça. Mes voyages qui m'ont le plus marqué, je partais des 3 mois, 4 mois. Fait que là, tu arrives dans le pays, tu rencontres du monde, tu commences à comprendre la culture, tu commences à... Fait que là, tu peux aller vraiment plus profondément. Puis c'est là que ça t'imprègne le plus, dans le fond. Parle-nous de justement ton éventail de voyages là, à ton actif. Tu as combien de voyages? Là? Parce que juste ta page Instagram, là, j'ai scrollé longtemps avant d'arriver à la dernière photo. Hein. C'était intense. Dans le fond, j'ai calculé que j'ai visité 50 pays. Quand même. J'ai 50 ans. Fait que moi, je suis un peu toc. J'aime ça, les chiffres de même. Fait que je me disais, hey, je vais me faire ce défi-là. Chaque année, au minimum, un nouveau voyage.
Puis même si je vivais jusqu'à 180 ans, ce que je me souhaite, ben c'est correct parce qu'il y a plus que 180 pays. Ouais. Fait que là, je me dis, OK, tout le temps un nouveau. Ouais. Puis là, je suis rendu à 12 récits de voyage. J'ai 6 films de voyage pour les grands explorateurs. Puis tout ça, j'ai travaillé aussi avec les aventuriers voyageurs. Puis là, après ces décennies de voyage-là, avec tous ces projets-là, puis tout ça, quand je me suis rendu compte, comme je te disais, que ce qui me marque le plus, c'est les rencontres humaines, mais c'est là que j'ai fait un projet qui s'appelle Reconnexion humaine. Puis c'est mon dernier livre, c'est mon dernier projet d'expo aussi. Ah ouais, dernier? Comment ça, dernier? Ben, le dernier qui a été publié. Ah, OK, mais tu vas continuer à écrire, là. J'étais genre, wow, OK. Mais c'est comme un best-of de... Je me suis dit... En fait, l'idée m'est venue pendant la pandémie. Tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, qu'on était tous sur des écrans. Tu as ton meeting devant des écrans, tu rencontres tes amis sur des écrans, tu joues à des jeux de société sur des écrans. Puis là, c'est là que j'ai eu le flash que les rencontres humaines, parce qu'on ne pouvait plus voyager en plus, c'est ça qui me manque le plus. C'est ça qui... Fait que là, j'ai dit, OK, dans tous mes voyages, mes 50 pays, mes 20 ans en plus de voyages, c'est qui les 20 personnes que j'ai rencontrées qui m'ont le plus marqué? Puis là, c'est 20 pays, 20 chapitres, 20 personnes, on fait le tour du monde. C'est 5 pages par chapitre. Fait que tu rentres dans un pays, tu rentres dans une rencontre, tu rentres dans cet univers-là. C'est court, mais en même temps, ça te projette. Tu t'éternises pas non plus. Ouais, OK. Ouais. OK. Puis j'aimais vraiment le côté... je veux que les gens ils vivent le voyage, pas comme si je leur racontais, mais comme s'ils étaient là eux-mêmes. OK. Fait que j'ai demandé à un illustrateur... québécois, dans le fond, de faire les illustrations à la gouache. Donc, chacune des rencontres est illustrée dans le livre. OK. Puis dans le livre, il y a des lunettes en 3D. Fait que les illustrations sont en 3D. Tu as une petite projection, puis tout ça. Tu as une immersion, tu lis le pays. Tu as eu l'idée des... J'ai vu les lunettes 3D, mais tu as eu l'idée comment, pourquoi les... Genre, mon Dieu, c'est vraiment incroyable ça. Genre, c'est vraiment innovateur, là. Ouais, j'avais exploré un peu avec les... Je voulais tout le temps trouver... Comme je te disais, que les gens vivent le voyage au lieu de juste le lire. Fait que j'ai exploré les technologies numériques. Tu sais, j'aimais ça. Parce que vu que je partais avec une caméra, un enregistreur, tout, je disais, hey, j'ai pas juste un texte, là, j'ai des photos, j'ai des vidéos, puis tout ça. Fait que j'ai commencé à faire des apps pour iPad. J'ai commencé à faire des livres avec de la réalité augmentée, mais toujours avec la technologie. Mais quand il est arrivé la COVID, tout le monde sur leurs écrans, puis tout, je disais, hey, je veux revenir à l'humain. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait un livre, mais papier. Le 3D, c'est des lunettes en carton. Les illustrations sont faites à la gouache, à la main. Fait que je voulais revenir comme plus à la base. Donc. Puis un livre aussi, ça, je pense que c'était... Oui, t'as les technologies, oui, t'as le texte, puis t'as les images, mais j'ai l'impression que c'est souvent sur les apps, le site, on est tellement captivé par d'autres stimuli que, qui sait, peut-être que ton site ou ton Insta, on va passer rapidement, mais ça, c'est vraiment comme tangible. Tu peux pas skipper le livre. T'es dans tes mains, t'as pris le temps de le prendre, de l'acheter. Puis c'est ça, faut que tu crées une bulle, tu sais, pour lire. Puis tu sais, moi, je le sais aussi maintenant, là, avec nos applications, puis tout, là, on a de la difficulté aussi à avoir de l'attention pour plus longtemps. Fragmenté. Fragmenté, on voit les élèves dans les écoles, les profs qui changent de sujet à chaque 4-5 minutes. Vraiment. Mais un livre, là, tu dis, OK, il faut que tu crées ton moment. OK, je vais lire un chapitre. C'est pour ça que j'ai gardé les chapitres courts, 4-5 pages, mais c'est un moment sacré, pareil, que tu dis, OK, là, je vais lire, je vais essayer de couper un peu. Tu essaies de faire une bulle, idéalement. Fait que ça, j'aime ça, cette mais c'est vrai qu'en tant que lecteur, il faut que tu crées ton moment. Puis moi, la lecture, là, je trouve ça vraiment très difficile. J'ai eu de la difficulté à l'école au niveau de la lecture. Là, fait que, justement, comme tu me dis, que vu que c'est des petits chapitres, puis merci de m'avoir donné le livre. Oui, c'est vraiment gentil. Tu l'as dédicacé en plus. Mais que si tu me dis que c'est des petits chapitres, je pense que c'est ça. Je me suis mis ma petite table à pique-nique. Je vais aller lire un petit chapitre tous les matins. Il n'y a pas d'ordre. Là. C'est toi qui dis, hey, là, je veux aller voir le Népal. Là, ça m'intéresse. Fait que tu y vas comme tu le sens. OK. Ouais, c'est ça. C'est la beauté du livre là, par rapport au stimuli des écrans. Exact. Une nouvelle notification. Il y a beaucoup de gens qui sont voyageurs, mais comment on devient un voyageur écrivain? Ben, voyageur écrivain, on le devient pas dans le sens que moi, la première fois que j'ai écrit mon livre, c'était vraiment un journal de bord. Tu sais, j'avais 20 ans, je savais pas quoi faire de ma vie, je m'en vais dans l'Ouest canadien, j'ai de l'argent pour rester là 2 semaines. Finalement, je rencontre du monde qui travaille à l'hôtel du Lac-Louise, puis ils me disent « Ah, nous, on a un job, puis si tu travailles là, tu es logé, nourri, puis tu peux rester le temps que tu veux. Okay. » Puis je dis hey, ça, c'est une espèce de... truc qui m'intéresse. Ouais, puis moi, j'aime beaucoup le concept des portes du hasard, tu sais, que des fois, là, tu planifies toutes tes affaires, puis tout ça, puis tout d'un coup, il y a une porte là, latérale qui s'ouvre, puis des fois, quand tu suis ce hasard-là, elle t'amène à un endroit vraiment plus merveilleux que ce que tu avais prévu. J'ai reçu un conférencier en compétences humaines, Benoît Chalifou, puis lui, il disait qu'il appelle ça les portes coulissantes.
que, tu sais, mettons dans l'ascenseur, là, est-ce que tu pèses sur le bouton pour que les portes se referment ou que t'es comme, ah, attends, je vais laisser passer la personne venir, puis c'est ce genre de connexion-là que quand tu prends le temps de dire, non, je vais laisser la personne rentrer dans l'ascenseur, c'est là que tu découvres des nouveaux trucs, et que c'est un peu ce principe-là que tu décris. C'est là. une porte, dans le fond, porte ça t'amène coulissante, ailleurs. Ouais, fait que c'est les portes comme ça qui m'ont fait en sorte qu'au lieu de rester 2 semaines dans l'Ouest, je suis resté 5 mois. Puis là, je me sentais tellement à la bonne place au bon moment qu'à chaque soir avant de me coucher, je me suis dit, comme discipline, je vais écrire ma journée. Comme ça, mec, je revienne, puis je sais pas trop quoi faire, je vais relayer mon voyage, ça va me replonger dans cette ambiance-là. Okay. Puis à la fin de mon voyage, 4-5 mois, j'étais rendu avec un gros cahier spiral. Puis t'as été discipliné tous les jours, des fois, c'était une couple de phrases, puis des fois, c'était comme 2-3 pages. Dépendamment de ce que tu vis dans la journée quand même. Puis quand je suis revenu, je suis tombé sur un livre de voyage de Jack Kerouac, ça s'appelle Sur la route. C'est un gars qui fait du pouce entre New York et San Francisco. Puis Jack Kerouac, il est vraiment pas parfait. Il a plein de défauts, mais en lisant son livre, je me sentais comme si j'étais en voyage avec lui. Puis là, j'étais comme, hey, mon cahier spiral, peut-être que mes amis ou ma famille qui sont pas venus avec moi, ça les intéresserait. Ben oui. Puis là, je l'ai retravaillé, je l'ai envoyé, puis ça a été publié, mon premier livre. Puis là, j'ai fait comme, oh shit, ça existe, ça. Écrire son voyage, puis que... Puis t'as eu plein de retours de gens qui ont... Comme la mission que tu disais que les gens voulaient faire partie de ton voyage, c'était respecté, ils ont aimé ça? Ben, ils ont aimé ça, mais mon premier livre, c'était papier. Après ça, je me suis dit, OK, comment je pourrais me... Parce qu'après ça, j'ai été invité à un salon du livre. Puis là, j'étais là comme, wow, tu sais, je suis un écrivain, je suis unique. Tu sais, puis là, t'arrives là, il y a 180 000 livres. Puis t'as ta table de dédicace, il n'y a personne qui s'arrête à part pour te demander sont où les toilettes. Tu sais. Ouais. Puis là, je disais, OK, il faut que... Quand tu débutes quand même. Là. C'est ça. Ouais. Mais aussi, je me suis dit, il faut que mon objet se démarque. Tu sais, même si le contenu est de qualité, comment je pourrais faire pour, tu sais, comme immerger le lecteur dans l'histoire. Ouais. C'est pour ça que j'ai étudié, j'ai tenté l'expérience avec du numérique, avec de l'immersif, avec des photos de voyage. J'ai tout le temps essayé de changer le format pour que ce soit novateur. Puis là, ce dernier livre-là, avec des illustrations à la gouache en 3D, reconnexion humaine, mais là, ça fait aussi l'objet d'une tournée à travers le Québec. Il y a une expo qui vient de finir à Saint-Georges-de-Beauce, ça finit à Saint-Hippolyte. Ça va être présenté cet été dans les parcs à Prévost, dans les Laurentides, mais ça va être aussi à Amos, à la Tohu, à Montréal. Wow. Fait que, dans le fond, on fait agrandir ces images-là. On met le petit chapitre, un petit extrait de texte en bas, puis les gens visitent avec les lunettes 3D. Ouais. Ils font comme un tour du monde. Ouais. Puis, à travers les petits extraits de texte, ils découvrent le pays, puis éventuellement, j'espère, ça leur donne le goût de lire le livre. Ben c'est sûr que ça va être tape à l'œil, puis en plus, comme tu dis, avec les lunettes, c'est sûr que ça va attirer les gens, puis je pense que ça va être une belle immersion pour les enfants. Clairement, ça va être le fun à eux de se poser des questions. Est-ce que, mais lui, il voyage full, peut-être que moi aussi, est-ce que tu as cette intention un peu d'inspirer les gens à voyager un peu plus, puis découvrir le monde? Sur le monde. Moi, ça a tellement été une grande école pour moi. Tu sais, non seulement moi-même, je me suis complètement transformé. Tu sais, j'étais quelqu'un de super gêné, puis j'allais pas vers les autres en voyage, j'avais pas le choix. Fait que je me suis réinventé par rapport à ça. Avant l'Internet, comme tu disais, tu n'avais pas le choix là, d'aller voir les gens. Vers les gens. Mais après ça, à travers l'écriture, de donner le goût à l'ouverture sur le monde. Puis c'est pour ça que je fais beaucoup d'ateliers dans les écoles aussi. J'adore parler de voyage aux jeunes. Puis de leur dire allez-y, parce que tu sais, moi, ma plus grande peur, c'est que les jeunes, à toutes les fois qu'ils regardent les nouvelles, c'est une guerre, un désastre. C'est tout le temps négatif. Man, tu t'en vas dans un voyage, là, 99,9% de la population mondiale sont super fins. Puis ils vont être super heureux de te rencontrer. Oui, mais je suis beaucoup d'influenceurs, évidemment, qui vont dans des pays, mettons, comme l'Ouzbékistan, que personne parle. Puis c'est comme, regarde comment les gens de l'Ouzbékistan sont full cool, alors, puis ils disent, non, tu payes pas, genre, c'est nous qui payons pour toi, les gens sont super accueillants. Un gros message à ma mère qui écoute le podcast, qui, eux, justement, écoutent souvent les nouvelles, puis ils se disent, ah là, on peut pas aller au Vietnam, là. Il y a une guerre à, genre, je sais pas, des années-lumière de cette destination-là, tu peux y aller quand même, genre, je veux pas aller au Vietnam à cause de Taïwan, c'est même pas encore arrivé en plus, genre, puis qui sait si ça va arriver en plus, genre, c'est dommage. Mais la peur, c'est quelque chose qui nous accapare rapidement, puis les médias, ils sont bons là-dedans. Leur mode de fonctionnement, c'est ça. C'est ça qui sell, c'est ça qui se vend bien, là. C'est ça qui fait que le lendemain, tu vas y retourner, puis le surlendemain, tu vas voir l'évolution de cette histoire-là qui t'a fait peur. Fait que leur modèle économique est basé là-dessus, mais nous, il faut avoir des sources alternatives ou y aller nous-mêmes pour nous faire notre propre idée. Tu penses, est-ce que tu trouves que l'impact de la lecture, c'est un bel avenue pour justement changer ces genres de paradigmes-là un peu? Ben, tu sais, j'essaie de...
tu sais, je suis sûr que tout le monde a des intelligences différentes. Il y en a qui Clairement. sont plus dans la lecture, il y en a qui c'est plus visuel. Fait que c'est pour ça que j'essaie de... Diversifier ça. Ouais, hein, il y a ok. du visuel. Dans mon autre livre avec la réalité augmentée, il y avait des conversations, il y avait de la musique. Je passe par les films aussi, les expos de photos. Fait que j'essaie, moi-même, dans le fond, je suis stimulé par plusieurs sens. Ouais. Fait que l'écriture, c'en est une. Mais... Tu sais, c'est ça, il y a de moins en moins de gens qui lisent, ça c'est une réalité, mais moi, mon espèce de philosophie, c'est que tout le monde aime lire, c'est juste que c'est pas tout le monde qui a trouvé son style littéraire. Ouais, à 100%. Dans le sens que, tu Ouais. sais, à un moment donné, il y a une prof, elle me dit « Ah, lui, il lit pas vraiment, il lit juste des livres sur le hockey. » Man! Tant mieux! Tant mieux, man! C'est ça, Il a ouais. lu 10 livres sur Carey Price, tout. Il a lu 10 livres! Ouais. C'est pas grave, le sujet, tu sais. Mais moi, je pense que tout le monde a un sujet qui va les passionner, mais Ouais. c'est pas nécessairement dans les livres obligatoires, ou des fois, ils ont connu un livre qu'ils n'ont pas aimé, fait que les disent « Ah, j'aime pas la 100% lecture. » moi, non, ça. non, Ouais. c'est ce livre-là qui était pas bon, tu sais. Ouais, mais j'ai passé des heures. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'aime tellement la lecture sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'ai une brique, là, je dis, c'est poche à lire, mais on dirait que moi, ça m'intéresse full. Mais Ouais. c'est hey, là, il y a tel nombre de tonnes qui a coulé, nanana, tel truc, tel événement. C'est ça. Fait que, moi, comme tu dis, c'est vraiment le sujet qui dépend de la personne. Ouais. Puis il va y avoir des auteurs qui sont capables de prendre un sujet puis te l'amener comme un roman, ou te l'amener avec des faits, ou te l'amener d'une manière qui va te faire triper. Donc, C'est quoi l'enjeu sociétal à travers tous tes voyages, les voyages t'ont vraiment permis de réaliser cette réalité-là, que tu te dis, OK, c'est pas comme au Québec ici, c'est quel genre de réalité t'as fait, OK, si j'avais pas voyagé, j'aurais pas compris cette réalité-là. Ben, tu sais, à la base, une des plus grandes réalisations que j'ai faites, c'est que en voyage, j'ai souvent rencontré des gens qui étaient plus forts que moi, plus intelligents que moi, plus beaux que moi, plus travaillants que moi, plus d'études que moi, tout plus. Mais le fait qu'ils soient nés dans ce pays-là faisait en sorte qu'il n'y avait aucun choix. Des fois, Les autres opportunités sont pas là. pas d'opportunité. En Inde, là, ton mariage est décidé d'avance, ton travail est décidé castes, d'avance, là, ta caste est décidée d'avance. Mhm. Fait que t'as pas d'opportunité, tu sais. Fait que moi, ça m'a fait réaliser la chance qu'on a. Dans le fond, c'est sûr que j'ai plein de gratitude de vivre au Québec, d'être né au Québec. C'est une chance incroyable. Puis, tu sais, dans les pays comme ça, il y en a beaucoup qui croient à la réincarnation. Tu sais. Si tu as fait des bonnes actions, tu vas te réincarner dans une meilleure vie. Mais selon leurs valeurs, selon leurs critères de c'est quoi une meilleure vie, nous, on est dans le top, là. Tu sais, d'avoir aucun problème de sécurité majeur, qu'on a de l'eau potable, qu'on a de l'électricité, qu'on sait qu'on va manger ce soir. Qu'on prend tous pour acquis, en plus. On prend pour acquis, mais clairement. pour eux, on est dans le top des réincarnations. Moi, je dis souvent à des gens qui se plaignent de la vie au Québec que ta vie est un billet de loterie pour quelqu'un d'autre dans le monde, à 100%. Vraiment. 100%. Puis mais en même temps, c'est pas parfait, tu sais. Mais dans le non. sens qu'au Québec, on a un des plus hauts taux de suicide au monde, d'après moi, de ce que je crois. Ouais, il y a le Québec, le Japon, puis un autre pays là, qui est pas trop loin derrière. Là, fait que ça, c'est dur à expliquer. Disons, tu t'en vas en Inde ou quelque chose, puis comme je te dis, pour eux, on est comme une espèce de paradis, mais il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, tu sais. Fait que là, en tout cas, c'est un autre sujet, le sens de la vie, puis tout ça. Mon père qui est venu au balado, qui a vécu la guerre du Vietnam, pour lui, c'est impassable. Là. C'est incroyable. Il est comme, les gens, ils jettent des trucs. Tu sais, le 1er juillet, là, pour mon père, là, je sais que je l'ai déjà dit dans le podcast, là, mais les gens, ils jettent des trucs encore bons, là. C'est quoi ce truc? Et comme... Puis tu sais, des fois, je dis, hey, papa, je trouve ça pas... Des fois, c'est pas facile, là, comme ingénieur, non? Puis il est comme, mais what the hell? Là, comme, c'est quoi ce truc-là? T'es tellement bien payé, tu devrais tellement être heureux. Puis je suis comme, oui, mais j'ai pas vécu ce que tu as vécu, probablement. Fait que, est-ce que tu penses que les gens devraient vivre plus d'expériences difficiles ou devraient plus voyager, aller voir ces réalités-là? Est-ce que ça change vraiment d'aller voir ça? Je pense que d'être conscient de ça, ça fait en sorte qu'on a de la gratitude. Fait que ça, c'est important, entre autres, pour apprécier puis avoir moins de dépression, etc. Mais c'est sûr qu'il y a deux façons de le vivre, d'après moi. Soit tu le vis, que tu vis vraiment la pauvreté puis que tu n'as plus rien à manger, puis après ça, mais c'est dur vivre ça. Ou de faire le voyage, de voir d'autres réalités, puis d'avoir cette espèce d'expérience-là sans avoir nécessairement... où tu l'as vécu temporairement pendant le voyage, mais quand tu reviens, tu retombes dans ton confort. Fait que c'est une façon d'avoir cet apprentissage-là, mais sans avoir à vivre la misère comme en même temps, telle. Je pense que, comme tu dis, là, tout le monde vit des expériences différemment. Là. Il y a des gens qui vivent la pauvreté, puis
ben pas qu'ils s'en sortent pas, mais qu'ils sortent même avec, tu sais, mettons des gens qui deviennent gratteux à vie, genre qu'ils restent vraiment dans ce paradigme de je consomme autant que comme quand je pouvais pas consommer, là, puis là, ils accumulent des trucs, là, ça peut être ça aussi, là, mais, ou des gens qui vivent des dépressions dures après avoir vu ça, là, tu sais, on dit tout le temps des clashs de choc de culture, mais de caste et de société qui sont comme je suis tellement trop bien dans mon chez moi, je devrais avoir plus de gratitude ou je me sens mal d'être qui je suis quasiment. Là. Ouais, puis qu'il y a comme une femme à Saint-Jérôme, elle a gagné à la loto. En tout cas, je sais même pas c'est quel montant qu'elle a gagné, mais justement, elle était teintée par les voyages, qu'elle gagne à la loto, elle a décidé de monter un organisme communautaire pour donner de l'argent là-bas, puis tout ça, puis elle était prête à garder tout ça pour elle, tu sais. Fait que c'est vrai qu'on réagit toutes de façon différente, mais en même temps, je pense que c'est important de... Tu sais, aussi, un des plus grands aspects positifs des voyages, c'est de te rendre compte que même à l'autre bout du monde, c'est des humains comme nous autres, tu sais. Puis quand tu te rends compte que dans ces pays-là, tu sais, qui sont super abstraits pour nous, l'Iran, l'Ouzbékistan tantôt, puis tout ça, quand tu te rends compte que tu es là-bas puis que c'est des humains comme nous, mais là, ça te touche le fait qu'il y a une guerre là-bas ou que ton produit vient de là-bas ou que... Ah, que ma vie, elle sera jamais en lien avec ces pays-là, mais c'est pas vrai. Genre, pas vrai, ça fait la chaîne globale de l'économie fait que t'en es plus en contact avec eux. Tu regardes derrière l'étiquette de tes trucs, de ta nourriture. L'humanité, exact. On est vraiment super connectés. Ouais. C'est quoi la connexion humaine que tu trouves qui a été la plus significative dans ceux que tu as vécu dans ton livre? Que tu te dis ça, là, c'est... Ça une belle réalisation. c'est dur à dire. Faut peut-être que tu name drop quelqu'un. Là, j'ai mis mes 20. Mais c'est sûr qu'une qui a été les plus significatives pour moi, c'est mon père, dans le fond. Parce que mon père, c'est un immigrant italien. Puis toute sa famille est restée là. Fait que quand j'étais jeune, il m'amenait voir ma propre famille. Puis il vivait en Italie, il parlait une autre langue, mangeait des autres plats. Puis je découvrais cette culture-là. Je trouvais ça super intéressant de découvrir ça. Puis c'était ma propre famille. C'est ça qui m'a donné le goût d'aller voir d'autres familles à travers le monde. Mais le plus grand héritage qu'il m'a donné, je pense, c'est l'espèce de confiance au destin. Parce que je partais en voyage avec mon père, puis... disons, on était en char, on avait une tente dans la valise, puis là, il était rendu tard le soir, puis il disait « OK, c'est ici qu'on dort », puis on montait la valise dans le fossé, tu sais. Mais tout allait bien pareil, tu sais. On n'était pas blessés, on se faisait pas... Puis on faisait des voyages comme... Fait que là, on dirait que ça m'a fait réaliser que même si tu vas dans un pays que tu connais pas la culture, tu connais pas la langue, puis tout, c'est pas grave. Tu vas être capable de t'adapter. Les gens qui disent « Ah, il n'y a pas d'hôtel, c'est la cata! » Puis c'est comme « Mais non, tu vas t'en sortir. » Tu vas t'en sortir, puis tu vas au contraire probablement vivre une belle expérience enrichissante. Puis des fois, des expériences super difficiles, mais avec le recul, tu te dis « Oh my God! » Comme moi, une des expériences que j'ai vécues au Cambodge, entre autres, je me suis fait voler mon passeport, mon argent, j'avais plus rien. Je ne pouvais pas quitter le pays. Puis là, je suis allé à un endroit au sud où il faisait chaud, il y avait la plage. Je me suis dit, je vais rester là en attendant d'avoir un nouveau passeport, mais ça va prendre 2 ou 3 mois d'attente. Mais finalement, je me suis fait héberger par une famille. J'ai trouvé un emploi dans un bar. Finalement, cet événement-là, c'est devenu une porte qui m'a permis de vivre une des plus belles expériences de mes voyages au monde, de ma vie, tu sais. Mais c'est sûr que sur le moment, j'étais en boule. Quand je me suis tout fait voler, tu sais, je pleurais en boule. Mais avec le recul, je suis comme, oh my God, une chance, ça m'est arrivé. Comme tu dis, c'est la porte à la vie, là. Faire confiance à la vie, dans le fond. Là. Faire confiance à la vie, que tu vas pouvoir t'adapter, que ça va t'apporter quelque chose, que tu vas apprendre, puis go, faut pas que ça te bloque, tu sais. Tu disais tantôt, on parlait juste avant le podcast, là, qu'on trouvait que le prix des logements puis de voyager, c'est de plus en plus cher, surtout que toi qui as vécu le avant Internet, ça veut dire que tu as voyagé vraiment. Tu trouves comment les dépenses, comment ça a évolué cette industrie du voyage? Ben, tu sais, pour moi, la façon la plus riche de voyager, c'est sortir des sentiers battus. Tu sais, quand tu vas vivre dans des familles, quand tu manges à même la rue ou quelque chose, puis c'est ça qui coûte le moins cher, dans le fond. Fait que les gens qui se payent des tout inclus, puis le guide, puis les transports, c'est eux qui trouvent que ça coûte vraiment cher voyager. Encore aujourd'hui, t'encourages qui en même temps, en plus? Là? C'est ça, t'encourages des compagnies internationales que leur seul but, c'est de faire du profit. Fait il y a des pays comme au Vietnam, là, que pour 4$, tu manges dans un super bon restaurant. Encore aujourd'hui, ça existe encore. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi,
c'est les programmes qui existent. Une des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de gratitude de vivre au Québec, c'est qu'on a beaucoup de programmes puis d'options. Comme par exemple, pour les moins de 35 ans, il y a des organismes comme Québec sans frontières ou les Offices Jeunesse Amérique. Les Offices Jeunesse internationale du Québec, logique, qu'eux, ils vont payer ton voyage si tu as un projet où tu vas regarder une liste d'initiation à la coopération internationale puis tu choisis en fonction de tes intérêts. Puis ton voyage est payé. Il y a d'autres possibilités comme du woofing, d'aller travailler sur des fermes à travers le monde ou du couchsurfing, que tu vas habiter chez les gens. Fait qu'il y a plein de façons de voyager qui coûtent pas cher. Qui est clairement une porte d'ouverture à une communauté puis à des familles. Je veux dire, travailler sur une ferme, ça doit être incroyable comme expérience. Là. Tu vas découvrir en plus la terre puis la vraie culture de où tu vas aller. Là. Tout à fait. Puis même dans les façons de réserver des voyages de façon plus traditionnelle, des sites comme Booking, disons, mais entre les hôtels, tu as aussi des guest house qui appellent que tu t'en vas à Bali, puis la famille, elle a gardé une chambre pour les touristes. Fait que oui, tu as ta chambre, tu as ta salle de bain privée, mais tu vis dans une famille. Fait que le soir, là, au lieu d'aller au restaurant, tu peux leur dire « Hey, je pourrais-tu vous aider à faire le souper? » Puis tout, puis là, tu cuisines. Moi, j'ai apporté quelques trucs, j'ai une bouteille de vin, puis vraiment, super beau moment, tu sais. Puis ça a coûté moins cher que l'hôtel, en plus. Ah ouais? Puis en tout cas, moi, c'est pas que c'est audacieux, mais oui, tu sais, il faut que tu te donnes le petit coup de pied pour dire « OK, oui, il faut que je me force à... » Ben, c'est de ça que tu vas te rappeler ton voyage après. Puis en plus, tu disais en plus que tu étais plus introverti en plus à la base, fait que c'est déjà incroyable. Tu sais, pour tous les gens qui nous écoutent, qui disent « Ah, moi, je suis introverti, je ferais pas ça. » Mais il y a des gens qui le font. Qu'est-ce que tu travailles, puis comment tu te donnes un coup de pied à faire ça, sortir de ton sentier de C'est sûr que le plus dur, c'est toujours le premier pas. Tu sais, la décision de faire le voyage, d'acheter ton billet, de partir, c'est ça qui est 90% de l'effort. Une fois que tu vas être là, ça va se passer. Tu rencontres la personne. Des fois, tu n'as pas le choix de parler. Puis des fois, ça va te tenter. Tu rencontres du monde de partout dans le monde. Puis les échanges, ils se créent comme ça, là, vraiment. Ouais, puis ça semble avoir valu la peine. Là. Ah oui, ça vaut la peine, c'est clair. Puis, tu sais, moi, je faisais ça comme... à cause c'est ça qui me faisait le plus triper au monde. Mais là, à un moment donné, c'est que, tu as publié un livre. Tu pourrais faire une conférence. Tu pourrais aller présenter des ateliers. J'ai un contact de ci, nanana, mon ami. Fait qu'avec le temps, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ça fait plus que 25 ans que je fais ça, puis que je payais pour faire ça, puis que moi, je faisais ça juste en attendant que ça marche plus, puis OK, je vais me trouver une vraie job après. Mais là, après 25 ans, je suis comme, je pense que c'est devenu ma vraie job. Mais c'est fou, ça, comme c'est de voir que t'es un surfeur de la vie, en fait. Là, genre, t'as vraiment surfé sur ce... Comment tu vois ça, maintenant, qu'avec du recul, tu sais, on dit tout le temps, là, il faut avoir une vraie job, là. Puis comme tu dis, là, je vais en avoir une à un moment donné. Tu conseillerais-tu à des gens de, justement, faire plus ce parcours-là? Définitivement. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais tu sais, moi, une des affaires qui m'a beaucoup pas insulté, mais c'est venu me chercher, c'est quand McSween, c'est lui l'économiste. Oui. Fait que lui, il a dit... Pierre-Yves McSween, oui. Ouais, Pierre-Yves McSween. Lui, il dit, les parents, ils devraient dissuader les enfants de voyager quand ils sont... oui, parce que c'est leurs meilleures années pour étudier, pour rentrer dans un poste, pour se faire cette hiérarchie-là qui va les apporter à une bonne retraite. Fait que s'ils voyagent, ils gaspillent ces premières années-là qui leur donnent toutes les fondations pour le futur. Mais voyons donc. Man, c'est pas gaspillé. Tu sais, moi, les connaissances que j'ai apprises en voyage, c'est des connaissances que je peux appliquer dans n'importe quel travail. Tu sais, la débrouillardise, apprendre des langues, en savoir plus sur l'histoire, la géographie. Ou juste que quand tu rencontres quelqu'un, « Hey, j'ai vu tel truc qu'il fallait pas dire » ou « Ah, my God, il faut apprendre le discours de comprendre l'autre 100%. » là. Fait que ça te rend comme un meilleur humain, puis ça te rend éventuellement comme un meilleur travailleur dans les jobs que tu vas avoir. Ouais. Puis quand je parlais des programmes comme le Logique, là, tu leur proposes un projet qui est en lien avec tes études ou ce que tu aimes faire, puis ils te payent ton voyage. Je parlais de ça dans une école, puis un jeune, il me dit « Ouais, mais moi, ce que j'aime... » Tu sais, je dis « Tu peux faire n'importe quoi, c'est quoi que vous aimez? » Il dit « Moi, j'aime manger. » Puis là, tout le monde rit. Je dis « Non, c'est bon. Si t'aimes manger, là, va, disons, en Italie, dans les plus grands restaurants, puis tu t'assistes les chefs, puis tout, puis tu manges la meilleure bouffe de ta vie. Mais après, tu reviens au Québec, puis tu vas voir, tu vas porter ton CV dans un restaurant, puis tu dis, hey, moi, j'étais avec des chefs en Italie. Ben, tu tombes premier de la pile. Oui, c'est ça. Ça t'a fait une expérience incroyable. Parce que tu te démarques tellement plus des autres, parce que cette ouverture-là, tu es allé la chercher à la source, en fait. Là. En faisant quelque chose que tu aimais. Ouais. Ah, c'est vraiment cool que tu aies dit ça à ce jeune-là. Je trouve que, puis j'imagine que tu dois avoir fait ça souvent, les jeunes sont très
ancré surtout maintenant dans la TikTok, il faut pas... il y a un gros mouvement actuellement sur le anti-cringe, que c'est comme, ça te tente de danser, là, danse donc. Ça te tente de découvrir tel truc, fais-le donc. Ouais. C'est une belle ouverture que tu démontres avec des élèves. J'espère, ouais. Est-ce que tu t'en donnes encore des formations dans les écoles? Comment tu proposes ça? Comment tu inities ça? Ben là, à cause que j'ai publié des livres, je suis considéré comme un artiste professionnel. Puis là, le gouvernement, il y a un programme qui s'appelle Culture à l'école. OK. Fait que le gouvernement, si une école fait des démarches pour faire venir un artiste professionnel, le gouvernement, il paye 75% du cachet pour aider l'école à couvrir les coûts. Wow, OK. Puis eux, ils se sont rendus compte que d'initier les jeunes ou de faire rencontrer les jeunes un artiste, ça leur apporte pas juste j'apprends à peinturer ou j'apprends c'est quoi l'écriture, mais ça leur apprend aussi à la pensée créative, puis la rédaction en français. Moi, je parle de quand je voyage, comment je prends des notes, comment j'écris. Les autres, après, dans leur examen de production écrite, puis tout, ça leur donne des pistes. Ouais. Puis fait que tu rejoins des objectifs pédagogiques, mais par le ludique, par l'artistique. Ouais. Fait que ça, je fais beaucoup de rencontres dans les écoles, puis je trouve ça vraiment trippant. Là. Y a-t-il des jeunes qui sont revenus pour te dire « Hey, c'est vraiment cool ce que tu as fait, j'ai commencé à faire la rédaction du journal » ou quoi que ce soit? Ben, ouais, tu sais, peut-être des profs plus là, qui reprennent contact, mais des fois, je rencontre des jeunes une couple d'années après. Là, puis, c'est vraiment le fun, ces belles expériences-là. Moi aussi, je fais souvent ça pour l'ordre des ingénieurs, là, présenter l'ordre ou la profession d'ingénieur. Puis il y en a qui sont comme « Ah, moi, je ferais jamais ça. » Puis un petit jeune, tu vois, quand j'explique « Ah, on fait ça », tu vois qu'il y a les étoiles dans les yeux. Ça, c'est vraiment le fun, ça. Même si tu en allumes un ou deux, tu as changé leur vie pareil. Je voudrais parler plus de ton livre que tu as écrit, La Terre des hommes intègres. Tu as vécu dans des communautés avec les Touaregs. Peux-tu me parler de ça? Moi, ça a piqué ma curiosité. Genre, comment cette clash de culture-là doit être complètement différent de nous. Là, c'est comment tu as trouvé cette expérience-là? Genre, comment tu as été là? Ça, c'est encore une façon... Quand je parlais d'initiation à la coopération internationale, Québec sans frontières, fait que là, j'avais un stage d'initiation en coopération internationale au Burkina Faso, en Afrique. Mais ce qui est le fun, c'est que quand tu vas dans un projet comme ça, tu arrives tout de suite dans une communauté, tu travailles avec un organisme, tu rencontres tout de suite du monde, tu vas manger avec des familles. Tandis que si tu arrivais, par exemple, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ou etc., en tant que touriste, ça va te prendre des semaines. En tout cas, ça va te prendre ça prend un travail pour faire les contacts. Tandis que là, tu arrives, tu as tout de suite les contacts. Puis là, mon responsable de stage, j'étais supposé aller faire du théâtre avec des jeunes. Puis là, finalement, il m'a dit « Ah, ça marche plus. Ben, tu vas travailler avec des Touaregs, un organisme pour l'épanouissement des femmes nomades. » Une autre porte incroyable, finalement. Là. Puis finalement, ils m'ont emmené dans leur milieu de vie, puis à d'autres dromadaires. Puis pour te rendre là-bas, il fallait être ado dromadaire. Ben, pour travailler, il y avait un bureau, mais après, ils m'ont dit, on va te montrer notre milieu de vie. Fait que là, après ça, je suis allé avec eux dans leur... Puis tu sais, c'est toutes des connaissances incroyables, là, comme ils s'orientent avec les étoiles, mais la Terre, elle tourne, les étoiles, à un moment donné, elle n'est plus à bonne place. Là. Fait que là, il faut que tu connaisses, OK, quand cette constellation-là apparaît, cette étoile-là, il ne faut plus que je la suive. Puis... Parce que tout ton déplacement dans le désert, c'est de point d'eau à point d'eau. Tu ne peux pas aller en ligne droite, tu as besoin d'eau. Lire les étoiles, c'est clairement une connaissance collective qu'on a perdue en tant que société. C'est tellement important, les étoiles. Tu regardes justement les Grecs, les Incas, les Mayas, tout leur calendrier, toute leur connaissance. Les Vikings, comment ils sont arrivés à bouger d'endroit en endroit. Là. Mais on a perdu ça peut-être aussi avec la pollution lumineuse, on les voit moins qu'avant. Tous les signes astrologiques, d'après moi, c'était juste comme un grand calendrier pour reconnaître. Ben oui, c'était 100% ça. Là. En fait, c'est plus dans la navigation que qu'est-ce que c'est devenu actuellement. C'est ça. Tu vas être arrogant en public. Ça, c'est terrible à croire. Là, le fait que tu sois né là, toute ta personnalité avait dit. Il y a tellement de gens qui disent « Ah mon Dieu, toute l'année au complet, c'est tout du monde pareil. » C'est ça. Fait que tu es allé travailler avec cette communauté-là. Des nomades, puis tu sais, une anecdote que j'ai, c'est qu'à un moment donné, dans le désert, il faisait comme 40 degrés, hyper chaud. Le soleil, c'est ton pire ennemi. Tu vois juste de l'ombre. Puis le soir, moi, je n'étais même pas dans le centre du Sahara, fait que ça baissait juste à 20 degrés. Mais il y avait tellement de grosse différence entre le jour et le soir que le soir, je tremblais autour du feu. Puis... ton corps, il s'habitue à la chaleur de la journée. Puis là, j'étais en train de trembler puis de grelotter. Puis à je 20 viens degrés. du Québec. C'est ça. Fait que là, j'expliquais au gars avec qui j'étais, je disais, hey, tu sais, au Québec, 20 degrés, c'est une belle journée. Là. Il dit, il fait froid comme ça chez vous tout le temps. Là, je dis, non, ça, c'est l'été. Tu sais. L'hiver, il peut faire moins 20. Là, il était là, moins 20. Il sait même pas c'est quoi ce feeling. Là, Fait que là, je dis, moins 20, tu prends un verre d'eau, tu vas dehors, puis ton verre d'eau, éventuellement, il va devenir de la glace. Tu sais. Là, il me regarde et dit,
retourne pas là. Il dirait, reste avec nous. Ouais, t'es-tu obligé de retourner, tu sais, reste avec nous, tu sais, on a un dromadaire. On te trouve full cool, c'est bien. Le gars, il y a pas grand-chose, là. Il y a un dromadaire, il y a un peu de farine, il y a le vêtement qu'il y a sur le dos un petit peu, tu sais, mais il est prêt à m'adopter pour me sauver du Québec, tu sais. Puis ça m'a fait réaliser à quel point des communautés tellement généreuses, des fois, il y en avait, tu sais, c'est pas nécessairement vrai, mais il disait, tu sais, on dirait que la chaleur humaine, c'est inversement proportionnel à tes possessions matérielles, là, dans le sens que nous, on va avoir des grandes maisons puis tout ça, mais s'il y a quelqu'un qui se présente sans être annoncé, on vient, ça nous tu viens voler mes trucs, genre. Tandis que les autres, c'est comme ils te rencontrent sur le coin de la rue, puis hey, viens souper avec nous autres, puis tout ça, tu sais. Fait que ça, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué, c'est sûr. Wow, c'est vraiment te sauver du Québec. Sauver du Québec. Puis la définition du bonheur aussi, tu sais, quand je les voyais aussi avec peu de possession, tu sais, c'est un cliché, mais tu les vois avec peu de possession matérielle, puis ils accèdent au bonheur plus instantanément. Tandis que nous, j'avais l'impression que je suis bien, j'ai mais pas la BM de mon voisin. Mon char, puis là, il faut ma femme, j'ai hâte de mes enfants, puis j'ai ma retraite. Puis, on a tout le temps comme une raison, quelque chose qui nous manque. Tu sais. Ouais, t'es plus dans le futur que dans le passé. T'es pas dans le présent jamais, dans le fond. Là. T'es comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tel dollar et tout. Ouais. Peut-être, on dirait qu'ils ont plus accès peut-être au moment présent facilement à cause que, OK, j'ai besoin de trouver de l'eau, j'ai besoin de... Fait que là, ça te revient dans le moment présent. Tes moments présents sont plus ancrés dans tes besoins primaires, genre. C'est ça change un peu ta façon de penser, genre, tu trouves? Je pense que oui. Oh, wow. Ouais. Puis l'autre affaire que j'ai réalisée aussi, c'est que en tout cas, c'est toutes des théories, là, tu m'arrêteras. mais non, c'est moi, parfait. Je trouve que le bonheur qu'on vit, c'est comme du 0 à 100%, tu sais. Puis un milliardaire qui vient de popper sa 10e bouteille de champagne sur un yacht sur l'océan parfait turquoise en Grèce, disons qu'il atteint 100% du bonheur, mais un jeune enfant dans un bidonville au Brésil, puis que tu lui donnes une gomme à mâcher, puis que c'est un cadeau qui est inespéré, il va avoir le 100% du bonheur, mais c'est pas un bonheur qui est plus haut que l'autre. Les deux, c'est égal, maximal. Ouais. Mais ce qui requiert, par contre, avoir le yacht, ça prend d'autres trucs, par contre. Ouais. Puis la même chose pour la tristesse, tu sais, ce milliardaire-là qui a posté sa photo Instagram puis qui a juste 2 likes où il y a quelqu'un qui dit « Ah, nanana », puis qui va éprouver vraiment de la tristesse. Mais il va éprouver vraiment une tristesse super forte, même si c'est un peu artificiel, tu sais. Ouais. Les deux qui sont valides, je veux dire. Les deux sont valides. Il y en a pas un... Il n'y a pas le droit de vivre ces émotions-là, c'est pas vrai. Exact. Mais ils vont être aussi fortes que quelqu'un qui est dans qui a perdu son seul billet, mais qui a perdu son seul vélo qui s'est fait voler, genre, peut-être. Là. Ça me fascine, cette... paradoxe dichotomique un peu là, que l'intensité est la même au final, tu sais. Que l'être humain, on vit tous ces expériences-là. Je veux dire, même si tu as eu tout dans ta vie, moi je dis tout le temps, même si tu es super bon à l'école et tu n'as jamais eu de défaite dans ta vie, la vie va s'occuper de toi un moment donné, puis tu vas vivre des trucs difficiles, puis si tu n'en vis pas des trucs difficiles, c'est à l'inverse, you're missing out. Non? Tout à fait. Faut le prendre comme des apprentissages, puis c'est ça qui fait qu'on évolue aussi. Ouais. C'est quoi la tradition que tu as appris avec eux que tout le monde devrait savoir sur les Touaregs? Les Touaregs? Ben, tu sais, les Touaregs avec qui j'étais, ils étaient matriarcales, ça c'était fascinant. Fait que c'est vraiment, en cas de divorce, c'est l'homme qui quitte, c'est vraiment les femmes qui vont se réunir pour faire les conseils, puis tout ça. Fait que ça, c'était le fun, c'était beau à voir, c'est quelque chose qu'on connaît pas nécessairement. Puis sinon, ben, tu sais, vraiment, l'instantanéité... c'est vraiment la base, là, la nourriture, les étoiles, le feu, l'amitié, les relations. Il y a comme Qu'est-ce que tu veux dire par instantanéité? C'est quelque chose, comme on disait, un peu lié au moment présent. Le fait d'être là, puis d'apprécier les éléments, puis d'aller un peu plus vers la simplicité. Puis ça, c'est des affaires que quand je voyage, j'essaie de remplir mon baluchon, genre. Ouais. Mais c'est tough. Tu reviens... Quand je suis en voyage, je suis comme, OK, faut que je coupe ça, faut plus que je fasse ça. Je vois les affaires un peu qui comme on dit, c'est que quand que tu fais un régime un peu, là, tu essaies de, non, pas de ça, pas de ci, genre. Ouais, je comprends. Tu te rends compte que c'est mauvais pour toi, mais quand je reviens ici, je tombe souvent dans mes vieilles pantoufles, mais... Ça revient au galop rapidement, hein? Ouais, ça revient vraiment au galop rapidement. Mais même s'il y a une petite affaire que j'ai réussi à ramener,
Ouais. victoire. Est-ce qu'il y a des moments où que tu réussis à être dans le moment présent ici? Plus, Ouais. Qu'est-ce que c'est-tu en voyageant que tu apprends ça? C'est quoi ton processus mental pour te dire, là, j'ai besoin d'être comme, excuse pas au Sénégal ou au Burkina, excuse, ouais. Ouais, ben c'est peut-être pour ça que je les écris, mes voyages, là, pour, tu sais, comme les figer aussi pour moi dans ma mémoire, mais oui, tu sais, l'avoir vécu, ben là, tu le sais quand c'est plus là, ce moment-là, tu sais. Mais c'est clair que c'est des belles expériences de vie, là. Ouais. Fait que c'est en relisant des fois, tu les relis souvent dans ta semaine? Non, mais le fait de l'écrire, tu sais, je trouve ça le fun parce que quand je l'écris, c'est comme si je revivais le voyage. Tu sais, je suis obligé de me replonger là, puis tout ça. Puis, tu sais, le livre précédent que j'avais écrit, c'était pendant la COVID, puis tout le monde me disait « Ah, pauvre toi, qui aimes tellement voyager, là, t'as plus le droit de voyager. » Puis là, j'étais comme « Non, à chaque jour, je suis en voyage, là. Je suis en train d'écrire, puis là, je suis sur une plage présentement, puis tu sais, c'est une façon de cristalliser ça, puis de le digérer aussi. » Mais, on devrait tous faire un peu ça, en fait, d'écrire un peu nos journées. Puis c'est pas nécessairement juste les voyages, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre là-dessus, là, hey, j'ai vécu une belle journée avec mes enfants, Anna, c'est quoi les émotions que j'ai vécues? Je pense que je vais essayer de faire ça. Ouais, puis il y a beaucoup de monde qui parle de l'écriture automatique aussi, là, genre tu te réveilles, puis t'écris n'importe quoi qui te vient en tête, puis... psychologiquement, ça a un effet super positif. Ouais, je trouve que on met souvent notre cerveau à être pratique et moins créatif. Ça peut sortir les premiers mots qui te viennent en tête. Ouais, t'as raison. C'est quoi le choc culturel qui a été le plus fort pour toi dans tous tes voyages? Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des chocs culturels très intenses, là, comme par exemple quand tu parles de l'excision, tu sais, là, t'es comme « Oh my God, c'est de la mutilation, puis tout ça, puis... » Il y en a pareil qui vont dire oui, mais c'est comme ça, genre. C'est comme ça nous soude, je serais... Fait que là, tu sais, oh shit, tu sais, ou des batailles de coq, tu sais, ok, ben là, une fois que j'ai dit l'excision, il n'y a plus rien qui est aussi grave. Mais tu sais, tu vis des traditions, des fois, là, c'est par rapport aux animaux, par rapport que là, on n'est pas comme ça du tout ici. Ou par rapport à la nourriture, là, j'étais avec les Maasai en Tanzanie, puis eux, c'est fascinant, ils vivent en autonomie avec leurs vaches, dans le fond, tu sais. Ouais. Fait que si... ça reste nomade. Sont nomades quand même. En fait, il faut qu'ils se déplacent parce qu'il n'y a pas assez d'herbe pour rester fixe. Fait qu'il faut qu'ils se déplacent en fonction de leur bétail. Puis toute leur richesse est en fonction du nombre de vaches qu'ils possèdent. Puis quand tu as un mariage, c'est le nombre de vaches que tu vas donner pour la dot. C'est les vaches, mais exact. Les vaches, la peau, elle va faire ton lit. La bouse, elle va faire tes murs de maison. La peau, elle va faire tes vêtements, le lait. Les os et tout. Puis aussi le sang. Fait qu'ils vont jamais tuer une vache, dans le fond, pour la manger. Il faut qu'elle reste en vie, mais ils vont boire le sang pour avoir les nutriments puis tout ça. Fait qu'ils vont faire un trou dans l'artère, mais ils vont pas en prendre trop. Tu sais, comme nous, qu'on ferait un don de sang, puis qu'après, t'es peut-être un peu faible, mais tu vas régénérer ton sang. Fait qu'eux, ils vont faire un petit trou, ils vont ramasser, je sais pas, peut-être 1 litre de sang. Ils vont le reboucher, le guérir, puis tout ça. Puis ce sang-là, ils vont le mêler avec le lait, puis tout ça, puis ils vont... Ils sont en autonomie. T'en as-tu bu? J'ai goûté juste une gorgée, mais j'avais peur un peu d'être malade. Là. Ça, j'avoue que j'ai chickened out un peu. Là, puis ça... déjà, très courageux d'avoir pris une gorgée quand même. Là. Wow! My God! Après ça, j'avais des pilules au charbon. Mais ça, je voulais pas les insulter non plus. Mais ça m'a fasciné. C'est des chocs culturels. Tu dis, hey, on est en 2026, puis le monde, ils vivent encore comme ça. C'est hallucinant. Il y a tellement de types de filières énergétiques qui doivent être encore... Je parlais de ça avec un autre professeur, que le meilleur exemple comment on dit ça, de sobriété énergétique, mais c'est les gens en Éthiopie qui vivent ça. Qui vivent nomades, de la façon... dans le désert, exact. Tu sois autonome. Est-ce que tu trouves que... j'imagine que tu dois l'avoir vécu à petite échelle, mais est-ce que tu penses que l'humanité devrait gagner à vivre un peu plus de cette façon-là? Tu sais, tout ce qu'on sait, c'est que si tout le monde vivait selon notre mode de vie à nous, ça serait bankrupt en peu de mois. Là, on consomme tellement d'énergie par rapport au nombre d'habitants. Fait que c'est sûr que c'est pas nous qui avons le bon modèle, même si, alléluia, on en profite, on est bien, puis tant mieux, je peux prendre 25 douches chaudes par jour. Là, je veux dire, je vais pas me plaindre, je suis heureux de ça, mais c'est pas un modèle qui est viable. Fait qu'il faut qu'on trouve des façons de ramener ceux qui ont pas ça vers le haut, puis nous, malheureusement,
pas nécessairement délaisser baisser, du confort, mais d'être ouais. plus logique dans notre façon de consommer. Ouais. Ah ben moi, je pense que je vis de façon assez sobre. Puis le test, là, il y a un test de carbone que tu réponds à des questions. Là, puis mon plus bas, ça reste quand même 2,7 planètes. Si tout le monde vivait comme moi. Là. C'est ça, c'est fou. Hein? C'est incroyable. Fait que, tu sais, il y a des solutions qui existent, puis il faut qu'on aille mais justement, de connaître les nomades, de voir comment ils arrivent à vivre en circuit fermé de façon autonome. Tu sais, dans l'Amazonie aussi, là, quand je suis allé au Pérou, il y avait des peuples non contactés. Puis là, on passait sur des rivières dans le cœur de l'Amazonie, puis ils disaient, si jamais tu les vois sur la rive, là, on n'a pas le droit d'arrêter, tu n'as pas le droit de les prendre en photo, il ne faut pas qu'on ait de contact avec eux. Tu peux les regarder quand même. Oui, mais il faut que tu pas fasses trop. attention. Ils peuvent être agressifs et tout ça, mais le gouvernement dit, eux, il ne faut pas qu'on les contacte parce qu'il ne faut pas qu'on les pervertisse. Par nos maladies, mais faut pas qu'ils ont un mode de vie autonome. Tu sais, faut comme... Mais comme les communautés indigènes ça. ici, que justement, là, moi, comme je te disais tantôt, je suis allé au Yukon, j'ai pris quelqu'un sur le pouce, puis c'était quelqu'un de la communauté autochtone, puis comme tu dis, il faut pas les pervertir parce que eux autres, ils appelaient l'alcool, ils appelaient ça du liquid genocide. Ah ouais, c'est fait ça. Puis je suis bien d'accord avec le fait qu'il faut pas les pervertir puis les pervertir. Là. Ouais, c'est dur. En même temps, tu sais, comme quand j'étais à Bali, il y avait un... Tu sais, c'est sûr que quand tu parlais du poids écologique des voyages puis tout ça, c'est sûr que ça crée une grande source de pollution. Puis des fois, des îles comme Bali qui vont recevoir, je sais pas moi, 6 millions de touristes par année, ben chaque touriste boit 3-4 bouteilles d'eau par jour, l'air climatisé dans le tapis, des rides de bus plein d'essence puis tout ça. Fait que ça crée un impact écologique terrible. Fait qu'il y a des gens qui ont décidé de créer des écologes. Ils ont dit, OK, nous, on va faire un édifice renouvelable, juste en bambou, pas de plastique. La nourriture est cultivée localement. Tous les emplois, c'est dans les villages locaux. Pas de produits non biodégradables. Nous, on veut que c'est le développement durable. Dans le fond, on veut que tout aille mieux après qu'avant qu'on existe. Autant les animaux, les plantes, tout ça. Sauf que le responsable de ça, il dit, tu sais, tous les emplois, c'est dans les villages locaux. Mais une fois que ça a commencé à marcher puis qu'ils ont commencé à avoir un salaire, ben qu'est-ce qu'ils s'achètent? Ben, ils s'achètent un air climatisé, ils s'achètent une TV. Fait que là, il dit, j'ai quand même perverti leur mode de vie, tu sais, parce qu'il n'y avait pas ça avant. Puis tu leur as donné accès, en fait, à ça. Là. Sauf qu'en même temps, est-ce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait pas accès à une espèce de qualité de vie? Tu sais, tu peux pas dire, non, je veux que tu restes sans télé. C'est pas à nous à... Mais il y a un impact. C'est un impact, c'est sûr. T'sais. On s'en sort pas. Là, on s'en sort pas. Exact. Ouais. Mais je pense que c'est pas si catastrophique que ça là, de leur permettre de faire ça. Là, mais, non, c'est exact, ça. C'est pas à nous de leur dire... C'est parce qu'on parle de deux communautés que je pense assez différentes. Là. Je pense pas qu'ils font ça en plein milieu de l'Amazonie, je pense. Là, non, exact. C'est des communautés qui étaient quand même déjà en contact avec la civilisation. Là, je parlais à Bali, exact. Exact. OK. Mais c'est intéressant de voir ça. Mais en même temps, comme tu dis, 2,7 planètes, on ne peut pas amener toute la population à vivre comme nous on vit. Puis s'il y avait un équilibre mondial, ben, ce serait nous les plus grands perdants. C'est nous qu'il faudrait qu'on retombe à une planète. Fait que on tomberait. Ouais, exact. Je pense que c'est ça, de rétablir l'équilibre, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces technologies-là? Est-ce qu'on va nous aider nous-mêmes ou trouver des façons plus sensées de consommer. Ouais. Ça serait une question pour Pierre-Yves McSween, ça, Je non, mais quand même. Ouais. Non, mais ça serait tu sais, je veux dire, je parle beaucoup avec des économistes, puis ils me disent tout le temps, mais cet argent-là, c'est moi qui l'ai investi. Il faut que les retombées soient pour moi. Ouais, comment on peut investir quelque chose pour les autres? C'est quand même un contexte dans le capitalisme qui est quand même pas facile à s'imaginer. Là. Tu sais, c'est un peu... c'est qui? C'est Imaginary, là, la toune qui disait si tu pouvais t'imaginer un monde sans richesse, je pense pas que tu serais capable de le faire. C'est un peu ça. Là. Ouais. Il y a des façons. L'économie solidaire, les coops, il y a des ESG, là, environnement, social, gouvernance. Il y a des petits fonds qui existent, là, fonds verts. Là, mais là, comme Desjardins, il y avait un fonds vert. Mon Dieu, je fais du name dropping. Là. Mais il y avait un fonds vert, mais il investissait aussi dans les pipelines puis tout ça. Puis là, j'étais comme, attends, comment ça peut être dans votre fonds vert? Puis il a dit, oui, mais c'est que ça nous permet une place sur le comité d'administration. Fait qu'on a un autre mot à dire pour qu'il soit plus écologique. C'est comme, non, tu sais, nous, je veux pas investir là-dedans. Mais il dit, ouais, mais si on n'investit pas là-dedans,
notre il fonds, existe pas. il gagne tellement peu que le monde, ils veulent pas, tu sais. Genre, le fonds normal, disons, c'est 7%, puis le fonds vert, 2%. Mais personne ne va investir dans le fonds vert, sauf que... C'est quasiment plus une redirection de flux le pétrole permet ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le powerhouse. Là, ouais. C'est quoi le voyage le plus romantisé que t'as fait? Hey, ça a pété ma bulle aller là-bas, puis c'était pas comme prévu, ça. Oh shit! Ben, tu sais, c'est sûr que quand je suis retourné, par exemple, au lac Louise, puis que j'ai vu les line-up d'Instagram, tu sais, au Taj Mahal, c'est la même chose. Tu as le petit miroir à terre, puis tu as un line-up de 45 minutes. Moi, c'est ça qui me... C'est les clichés... que sur la photo, la personne est tout seule au monde, puis quand tu arrives là, il y a un super line-up. Ça me break le... je trouve ça fake. Là, ouais. Mais j'essaie de me tenir loin de ça. C'est pas ça mon but. Puis moi, mes photos, c'est pas le super point. Là. C'est plus, je suis dans un marché, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui essaie de me vendre des oignons, puis je suis comme, oh mon Dieu. Je les trouve tellement cool. Ta page Instagram est incroyable. Là. Toutes les photos, là, c'est tout malade. Là. Mais, moi, je me suis mis ça comme défi. Je veux pas que ça accapare toute ma journée, mais je me dis, OK, à chaque jour, il faut que je trouve ma shot de la journée. C'est une shot de ma journée. Fait que là, ça devient comme un espèce de défi chasse, là, genre. Fait que là, je me dis, OK, pas que j'aie ma belle photo, faut que je vive des affaires intéressantes. Fait que là, on dirait que ça me donne le coup de pied dans le cul. OK, je vais aller au marché. Ah oui, je vais aller voir le coucher de soleil. Je vais éviter le Taj Mahal. Je vais pas aller les spots que tout le monde veut. Là, une fois que je pogne ma photo, là je suis comme, yes! Ça a été ma motivation, mais mon coup de pied dans le cul pour aller vivre plein d'expériences. Ouais. Est-ce que tu vis encore ça, de vouloir te donner des coups de pied dans les fesses? Je veux dire, à travers tous les voyages, ça ne devrait pas devenir un automatisme de me dire, je vais toutes les prendre, les portes. Ouais, je veux le... Mais oui, il faut que je continue à faire ça. Puis, OK. Ouais. Puis ce que je me rends compte, c'est que je suis rendu plus avec le temps, je deviens plus un slow traveler. Tu sais, quand j'étais jeune, mes premiers voyages, j'avais mon immense sac à dos, puis je faisais le tour de l'Europe en 3 mois. Puis, OK, aujourd'hui, on est mercredi, alright, je suis en Suisse. Puis, on va vivre ça. Okay. Tandis que là, ce que j'aime vraiment, c'est, OK, je m'en vais 1 mois et demi au Sri Lanka. OK, je m'en vais 2 mois à Bali. Fait que je reste dans full immersion, au moins. Camp de base, OK, il y a un baptême dans 3 jours, parfait, je suis encore ici, puis je veux le vivre au complet, puis je veux éviter, dans le fond, la saturation. Tu sais, j'avais un ami qui faisait comme le tour du monde, puis à un moment donné, ça devient comme un to-do list, là, tu sais. Un peu comme la shot Instagram, là, que ça devient comme un to-do. Là. Parce qu'à un moment donné, en voyage, tu vis tellement d'affaires, puis qu'à un moment donné, tu deviens saturé, puis là, t'arrives à un monument, puis tu dis, ouais, mais c'est moins beau que celui que j'avais vu en Thaïlande, puis tu sais, ben, t'es plus là, tu sais. Fait que ça, c'est pas ça le but, mais ma famille, ils voyagent comme ça, là, genre, OK, on a pris une photo, OK, prochain go, puis je suis comme, regarde un peu autour de toi, là. Ouais, exact. T'as-tu aimé ça être ici, genre? Je sais même pas, là. Puis moi, j'aime ça. Fait que là, j'essaie de faire juste une place, puis revenir chez nous. Puis là, ça me permet comme de digérer ce que j'ai vécu. OK, j'ai vécu ça, OK. Mais je trouve ça le fun ce que tu dises, de rester dans un endroit, ça te permet de t'immerser plus dans les événements de cet endroit-là. Plus que te dire c'est une trajectoire. C'est vraiment, au contraire, c'est une expérience. C'était plus dans le présent, là. Ouais. OK. Comme... tu sais, moi, ça me fait penser, j'avais une présentation sur l'Inde, puis moi, quand je suis allé en Inde, je suis allé 4 mois, puis j'ai juste fait l'Inde du Nord, je suis même pas allé dans le Sud, tu sais. Puis là, il y a un couple qui vient me voir, puis il me dit, ah ouais, nous aussi, on est allé en Inde. Je dis, ah ouais, vous êtes allé où? Ah, on a fait toute l'Inde. Vous avez fait toute l'Inde, wow, tu sais. Vous êtes allé combien de temps? 2 semaines. Ah ouais, c'est pas toute l'Inde, ça. Ils ont fait tout le tour, mais c'était vraiment ça. OK, on est au Taj Mahal, on a 15 minutes. Après ça, tu prends le thé, puis après ça, tu prends l'autobus de nuit parce que tu s'en vas jusqu'à l'autre bout. J'ai fait tout Pérou, j'ai fait tout le Machu Picchu. Non, c'est ça. Puis là, comment t'as trouvé ton voyage? Ah, il y avait un couple là, de Gaspésie qui me tombait un peu sur les nerfs. Puis là, les Indiens, ils me vendaient tout le temps des t-shirts. Ben oui, mais crime, t'arrives en gros autobus, il y a 60 occidentaux qui arrivent, ils ont 15 minutes de Taj Mahal, ils veulent acheter des souvenirs. C'est sûr qu'il va y avoir des vendeurs. Tu sais. À Cuba, j'avais justement, j'étais allé à Cuba récemment, puis c'était l'autobus, évidemment. Là, Cuba, c'est quand même plus difficile de voyager, parce que j'étais dans un tout inclus, puis il y avait une fille qui était habillée en rose flash, là. Puis elle disait, comment ça, je me fais attaquer par des gens qui veulent me vendre des trucs? Je disais, mais tu flashes un peu, là. Genre, moi, j'avais prévu mes couleurs un peu plus, tu sais, blending un peu plus, là. Puis évidemment, je me suis fait
harceler quand même, là, mais que... Puis le Cuba, c'est une autre réalité aussi, là, Ouais, ça va pas très bien. Là, c'est encore pire maintenant depuis avant que j'y retourne. Là. T'as-tu déjà été à Cuba dans... Ouais, je suis allé... je me suis loué un auto, moi, j'ai fait le tour de l'île. Wow! Ouais, j'allais vraiment dans les petits villages, puis des casas particulares. Fait que le gouvernement permettait aux habitants, s'il y avait un permis, de louer une chambre dans la maison. OK. Puis c'est ça, c'est fascinant. Là, tu rencontres des médecins qui font 25$ par mois, puis s'il était barman dans un tout inclus, il ferait 50$. Fait que là, c'est comme, shit, tu sais. Puis mais c'est beau, c'est des gens super cultivés, puis... Tu sais, moi, ce qui m'a marqué, c'est le niveau de littératie. Juste que l'université, c'est gratuit, l'art, c'est gratuit, la médecine. C'est des gens résilients aussi. Je trouve que peu importe ce qu'ils vivent, ils ont toujours le sourire aux lèvres. C'est pas tout le monde, mais qu'ils sont quand même accueillants quand même. Tu sais, même dans les endroits publics, parmi les gens les plus pauvres, sont en train de lire un journal, sont en train de lire. C'est comme, wow, OK. C'est pas de même en Colombie ou à El Salvador, quelque chose, le taux d'alphabétisme. Fait qu'il y avait quelque chose de... il y a quelque chose de bon quand même dans cette révolution-là, mais c'est ça, pas tout était bon. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ils sont aussi livrés à eux-mêmes avec ce qu'ils vivent avec les États-Unis. Là, je veux dire, c'est... Tu sais, mon frère, il disait, oh mon Dieu, là, les États-Unis, les Cuba, le système, c'est leur faute. Mais j'étais comme, ben non, là, je veux dire, tu peux pas dire que le blocus a aucun effet, là, ça peut pas. Là. Ce serait leur plus grand partenaire économique, puis le blocus, c'est depuis les années 60, je pense. Fait que, leur économie, tout aurait été vraiment différent s'il n'y avait pas eu ça. Oui, c'est ça, exact. Là. C'est fou, ça. On ne sait pas ce que ce serait devenu, mais c'est sûr que ça aurait été plus facile pour eux. Oui, exact. Fait que, mettons, ça serait quoi ton top 3 de tes tips de voyage que tu donnerais à quelqu'un qui a peur de se dire, je veux pas aller dans des pays, j'étais quand même été en Afrique, là, puis je pense que le stéréotype classique de quelqu'un de l'Amérique du Nord dit que l'Afrique, faut pas y aller, c'est dangereux. C'est génial. Ouais, c'est ça. Ça serait quoi tes 3 tips de soit de prise de conscience ou soit de qu'est-ce qui te permettrait d'y aller, du moins, mon premier tip, moi, ce que j'ai appris avec mes voyages, c'est que plus je voyage, moins j'apporte de bagages. Dans le sens que j'essaie, même si je pars 2-3 mois, j'ai juste mon sac de jour. Man, tu sais, combien de fois tu vas te changer? Dans le fond, tu vas faire du lavage un peu, puis tu n'as pas besoin de 4 paires de jeans agencés, whatever. Fait que plus t'es léger, plus t'es mobile, plus tu vas arriver quelque part, puis même si tu sors de l'autobus, ben tu peux aller visiter des choses, tu peux suivre des gens, t'es pas pogné avec ta grosse valise à roulettes, de tout le temps prendre un taxi pour aller à l'hôtel direct, quelque chose. C'est plus facile de dire oui quand t'as moins un boulet avec toi, là. Ouais, je comprends. Ouais. L'autre truc, c'est de sortir des sentiers battus, mais tu sais, je comprends que les gens ont peur, mais disons tu veux partir dans disons tu t'en vas, je sais pas, à Bali encore, je dis ça, mais disons tu pars 3 semaines, mais peut-être que juste la première semaine, tu pourrais prendre un forfait avec un hôtel. OK, t'arrives, t'es rassuré, t'es bien, tu vois comment ça marche, tu vois les gens sont comment, mais peut-être que les 2 semaines d'après, tu peux y aller, tu sais, vas-y on your own, vas-y dans un village, puis tu sais, là, tu as vu dans la première semaine comment ça marchait, tu vas être rassuré, puis après, fais-toi confiance que tu vas être capable de trouver une place où dormir, puis manger, puis tout, puis c'est là que tu vas vivre un vrai voyage, tu sais. OK. Puis le troisième tip, c'est de ne pas se laisser freiner par des barrières. On se dit, ça va coûter cher. Pas nécessairement. Tu peux sortir des sentiers battus, ça va pas te coûter cher. Il parle pas ma langue. C'est pas grave, man. Tu vas être capable de mimer, puis de sourire, puis même maintenant avec Google Whatever Translate. Ouais. Les communautés sont plus, dans ton expérience, plus ouvertes à vouloir te répondre puis t'aider, en fait. Ouais. Puis tu apprends les petits mots de base, les salutations, tu montres du respect, d'ouverture, de la curiosité. Les gens, ils trouvent ça tellement le fun quand tu parles pas la langue puis tu as appris les 3 mots. Là. Oui, c'est surtout en espagnol, là, les gens « Hey, amigo! Hey! » Puis t'as dit un mot, puis les gens sont super contents. Là, Le fait que juste que tu montres un peu d'ouverture, tu gagnes leur cœur direct. Ouais. OK. Pour les prochains projets d'Hugo Moticone, ça ressemble à quoi? Mais là, mon prochain projet, c'est que je vais avoir un enfant dans 3 mois et demi. Félicitations! Ouais. Fait que ça, c'est mon prochain voyage de la vie. Mais après ça, ça va être tout un voyage, ça, je pense. Tes leçons apprises, je pense que tu vas en apprendre pas mal plus.
Exact. Mais après ça, je veux vraiment commencer à voyager avec l'enfant. Ça, j'ai vraiment hâte. Là. Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une cour, puis que mon enfant joue avec des enfants d'autres familles. Je visualise ça. Puis... tu vas briser tous les stéréotypes là, des gens. Ils sont tellement... Là, il va découvrir toutes les cultures, le petit ou la petite. Oui, puis les portes que ça t'ouvre aussi, c'est égoïste, mais une fois que tu es avec un enfant, puis tout, là, le monde, l'enfant, viens, c'est encore plus facile d'ouvrir. Mais c'est lui qui va ou elle qui va t'en prendre des leçons, en fait. Là, fait que ça va être ça mon prochain wow, expérience. Félicitations. Merci. Comment tu prévois voyager avec cet enfant-là? Mettons, je connais tellement de gens qui disent, les 5 premières années, on reste à la maison, on voyage pas avec lui, il est pas prêt. Comment tu vois ça? Moi, tout le monde est unanime avec moi, c'est que peu importe ce que je prévois, ça se passera pas comme ça. Fait que je me fais pas trop de plans, mais c'est sûr que je me dis, en bas de 2 ans, les voyages est gratis. Y a-tu de l'école à la maison qui est possible? Who knows? Mais je vais m'adapter, mais c'est sûr que pour moi, les voyages, ça va être... comme une priorité, mais je vais voir qu'est-ce qui va être possible. Ouais. Et puis ta conjointe, elle, c'est une voyageuse aussi, j'imagine. Je peux pas croire ça. que... non, ça, on est allés en Patagonie ensemble, d'ailleurs. OK. Fait que ça va être dans les... Mais c'est sûr qu'il va y avoir moins de liberté qu'avant. Là, je peux pas partir demain matin, mais je vais m'arranger pour avoir des beaux voyages pareils. Tu vois l'industrie du voyage comment dans les prochaines années? Tu penses-tu que, au niveau avec... est-ce que j'imagine que tu as quand même une conscience écologique dans le sens, parce qu'il y a des gens qui ont des climato-sceptiques ou des je veux dire, qui pensent que dans 20 ans, ça sera impossible de voyager. C'est quoi ton take sur ça? C'est sûr que les voyages ont un impact environnemental. Là, ça, c'est indéniable. J'espère que l'industrie va pouvoir trouver des façons, mais moi, ce que je me dis, c'est que oui... moi, mon espèce de compensation carbone, c'est de dire, OK, mon voyage, je vais essayer de le faire rayonner, d'avoir un impact sur les gens au retour, ou même si c'est un impact sur ma vie à moi, mais que si ça me rend une meilleure personne, j'essaie peut-être que c'est juste des histoires que je me raconte pour me déculpabiliser, oui. Mais la chose que je vois le plus, la grosse tendance maintenant, c'est les espèces de poches de tourisme, de surtourisme, dans le fond. Là, tout le monde veut aller, les trends. Machu Picchu et tout le monde veut aller à Machu Picchu, tout le monde veut aller à Bali, tout le monde veut aller là. Puis là, ça crée des espèces de micro-poches brûlées par le tourisme, puis qui fait en sorte que les gens locaux perdent leur culture locale, puis tout ça. Fait que c'est ça. J'allais en Italie, là, puis toutes les shops, là, c'est juste des petits trucs faits en Chine, là, de la tour de Pise ou quoi que ce soit. Puis c'est comme, c'est pas fait par des gens locaux, cette histoire-là. Là. Non, le trend, ça va être de sortir, c'est triste, mais de dire, OK, je vais en Italie, je veux voir Venise, je veux voir Florence. Peut-être vas-y, mais va quelque part que tu n'as même pas entendu parler. Puis ça va être, je pense que ça va être ça le trend. Il faut sortir des sentiers battus plus que jamais, dans le fond, parce que si ton voyage va être impacté négativement. D'avoir un peu un thinking too mainstream for me, un peu dans le sens que les trucs mainstream, c'est un peu ça. Là, c'est les corridors qui vont vers ça. Là, tu vas aller, OK, il faut absolument que je vois Florence, mais il faut que tu attendes 3 heures en ligne pour entrer au musée. Il y a du monde partout. Fait que ça va être, est-ce que je veux vivre ça ou est-ce que je veux vivre un petit village que personne ne connaît, mais que je vais manger mon gelato sur la place. Puis en plus, j'ai l'impression que c'est quasiment plus rentabilisé. En 2 semaines, ça coûte tellement cher voyager. Et là, tu vas la passer à attendre dans une file. Non, comme tu dis, je vais avoir la gelato avec le monsieur. Moi, j'ai pris des verres avec des messieurs là, qui étaient... Hey, j'ai bu du vin dans un bol en Italie. Puis c'était un monsieur, c'est comme ça qu'on boit ici. J'étais comme, trop cool. J'ai pas attendu. On était les seuls clients. C'était incroyable comme expérience. C'est ça, les belles expériences. Exact. Wow, vraiment nice. C'est comme humain, culturel, dans le fond, c'est ça. Ouais. Si tu avais à dire une phrase dans l'univers pour remercier les voyages puis les personnes avec qui tu as rencontré, ça serait quoi? Ben, une phrase que j'aime beaucoup, que c'est un vieux monsieur qui m'avait dit quand je suis au Burkina Faso, il m'a dit « La vie est trop courte pour être petite. » Wow. Ça, je trouve ça beau, hein. C'est comme... tu sais, parce qu'on parlait tantôt là, de... OK, on dirait qu'on est sur la caste supérieure par rapport à ceux qui croient à la réincarnation puis tout ça. Fait que, OK, on est arrivé à la caste supérieure. Une fois que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis « Wow, je suis tellement chanceux, tout est facile, j'en profite » ou tu dis « Wow, j'ai tellement d'outils puis d'opportunités à ma disposition, je peux vraiment aller loin, tu sais. » C'est 2 façons de voir, tu sais. Fait que moi, quand j'ai rencontré des gens qui, comme je te disais, qui étaient plus intelligents, plus travaillants que moi, puis qui n'avaient pas ces opportunités-là, je me dis, hey, moi, j'ai ces opportunités-là, faut pas que je les laisse
wasted, tu sais, faut Ouais. que j'en profite. Ouais. Faut que Eux le feraient s'ils étaient à ma place, ouais, exact. faut ouais. que je leur rende honneur en faisant le plus que je peux avec Wow, ça. tu sais. c'est très beau. C'est très beau ce C'est que que je pense. j'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui fassent, qui s'engagent ou du moins qu'il y ait au moins cette virtuosité de vouloir le faire, ces projets-là. Là. Exact. Yeah, Super. ben Merci, merci tellement d'être venu au balado. Hey, merci, c'était un plaisir. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, c'était cool. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ben, je trouve que c'est le fun d'avoir du temps, dans le fond. Ouais. C'est ça, hein? C'est Ouais. genre, on a du temps pour jaser puis aller outre les... OK, on a 5 minutes, voici les 3 Ouais, questions. j'imagine que tu as puis fait des ciao, bye. chroniques sur c'est tu sais, c'est comme explique ta vie en 2 minutes. Ah, là, ouais, c'est, c'est voilà, ça. c'est un peu. Puis ça devient, tu sais, veux pas, si t'en fais beaucoup puis t'as juste des 5 minutes, à un moment donné, ça devient un peu une cassette. Là, tu te dis, Ouais. hey, j'ai juste 5 minutes, je peux pas aller trop loin. Ouais. Là, tu sais. Tu l'as réfléchi, tu l'as travaillé, c'est le fun, mais en même temps, on développe moins. c'est Là. ça. Exact, Ouais, exact. Yeah, ben merci de l'invitation. Merci. Tu peux-tu nous donner les top 3 des livres que tu veux nous présenter au. Ben, tu sais, Reconnexion humaine, là, c'est lui qui est présentement en librairie. Fait que c'est comme un best-of de mes 20 rencontres à travers le monde, à travers différents pays. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une bonne introduction parce que c'est des petits chapitres puis tout ça. Puis après ça, tu peux aller plus en profondeur. Mhm. Mais après ça, mes autres livres, c'est vraiment un pays en particulier. Fait que, tu sais, j'ai un livre sur le Burkina Faso, un livre sur l'Équateur, un livre sur l'Inde. Fait que là, ça dépend s'il y a vraiment des coups de cœur. Mais je trouve que Reconnexion humaine, c'est une belle intro pour ceux qui veulent découvrir cet univers-là. Puis on peut trouver tous ces livres-là sur ton site. C'est quoi le site pour eux, Ouais, pour ceux qui c'est, ne savent pas? ogu.ca, fait que c'est Hugo à l'envers, mais sinon dans n'importe quelle librairie en ligne. Là. OK. Idéalement, leslibraires.ca, ça c'est des libraires indépendants du Québec, Ok. fait que c'est plus le fun qu'à Ouais, c'est Amazon. fun, là. Ouais. J'ai reçu Éco-Société récemment là, Ouais, au ok. balado. Là. Je sais pas si tu connais cette maison Ouais, d'édition-là, c'est une belle qui maison sont vraiment le fun. d'édition. Là. Ben ouais, C'était ben une belle mission engagée, en tout cas. Ouais, là. vraiment. C'est quoi les autres réseaux sociaux qu'on peut te suivre? Ben, j'ai Facebook puis Instagram, puis sinon le code Morse puis les fax. OK. Non, Ah c'est ouais, vrai. OK, j'étais genre wow! Je pensais que c'était une page genre, qui Ça s'appelait le serait code écœurant. Morse, genre ça aurait été trop cool. Hey, j'ai essayé d'apprendre ça en plus durant la pandémie avec une application. Là. Hey, c'est pas facile, Ah ouais. honnêtement, les gens qui font Hey, ça. pendant là. la guerre, là, les messages qui rentraient, Ouais, il fallait ouais. pas qu'ils se trompent. Là, les Ouais, non, coordonnées, c'est puis tout, c'est des incroyable, machines, là, là. ça Ouais, faisait ça. Merci encore d'être venu au Ouais, balado merci à aussi. toi. Donc, merci d'avoir été des nôtres au podcast Écologie et Société. Si vous avez été interpellé, évidemment, envoyez ce podcast-là ou ce lien-là à vos amis. Continuez les réflexions. J'espère que vous avez aimé l'épisode avec Hugo. C'était vraiment une belle discussion. Merci beaucoup. On peut nous suivre sur Spotify, Deezer, YouTube et Apple Podcast. Puis on se retrouve sinon, ta pochette de ton épisode va être sur Instagram à écologie.société. Donc, merci beaucoup. Ciao. Salut.